21 décembre 2012, dernier jour du procès à la cour d'assises de Namur. Les jurés viennent de juger une seconde fois les parents de Sadia Cheikh, condamnés 1 an plus tôt pour l'assassinat de leur propre fille. J'ai une fille chez moi qui vient de se faire tirer dessus par son frère. Il y a une autre personne qui est blessée chez les allants maintenant. On lui dit de toute urgence. Hein. Le 22 octobre 2007, Sadia Cheikh était abattue par son frère Moudoussar dans la maison familiale. Depuis plusieurs années, Sadia tentait de résister à un mariage forcé, programmé de longue date par ses parents au Pakistan. En décembre 2011, toute une famille s'était retrouvée face au juge à la cour d'assises du Hainaut. Ils étaient accusés d'avoir organisé l'assassinat de Sadia pour laver l'honneur de la famille. Aujourd'hui, l'affaire est close, mais à titre exceptionnel, tous les acteurs du procès, le juge d'instruction, l'avocat général, les parties civiles, la défense, ont accepté de revenir sur cette affaire hors norme qui a marqué les mémoires. Je n'ai jamais imaginé un seul instant que l'enquête allait durer 3 ans. Jamais. Dès le début, on s'est rendu compte qu'il y avait des inexactitudes et des mensonges. Vous descendez dans la rue, vous posez la question, tout le monde, sans même connaître le dossier, ils sont coupables. Il y a incontestablement un choc culturel qui est violent. Le procès de Mons fut largement suivi par les médias. Après 3 semaines de débat, les accusés avaient été reconnus coupables et condamnés à de lourdes peines. Seuls les parents de Sadia s'étaient pourvus en cassation. Et la cour a cassé l'arrêt. Les parents ont donc eu droit à un second procès. Le 21 décembre 2012, les jurés de Namur ont à leur tour tranché. Pour la seconde fois, les parents ont été reconnus coupables de l'assassinat de leur fille Sadia, exécutée par leur fils, Moudoussar. À 2 reprises donc, la thèse du complot familial a été retenue par les jurés. Elle est devenue de manière irrévocable la vérité judiciaire de cette affaire. C'est un gâchis énorme parce que n'y a personne qui gagne dans ce dossier. Je persiste à dire, encore à l'heure d'aujourd'hui, que la preuve de la culpabilité n'est pas rapportée. Alors moi je n'ai aucun doute quant à la culpabilité, je dis justice est faite. Pour moi c'est une erreur judiciaire. Sadia était l'avant-dernière des 5 enfants de la famille Cheikh. Une famille pakistanaise, discrète et sans histoire, installée en Belgique depuis les années 70. À la veille de ses 18 ans, Sadia fugue une première fois pour échapper à un mariage avec Abbas, un jeune Pakistanais à qui ses parents l'avaient promise quand elle avait 12 ans. Sous la pression des siens, Sadia réintègre le domicile familial et accepte de se prêter à une cérémonie de mariage religieux célébrée par un imam sur Internet. En échange, Sadia, qui rêvait de devenir avocate, obtient de pouvoir commencer un graduat en droit. 1 an et demi plus tard, elle doit se rendre au Pakistan pour officialiser son mariage. Mais à la veille du départ, elle s'enfuit et va s'installer seule à Mons pour continuer ses études et vivre la vie qu'elle s'est choisie. Sadia a rencontré un jeune Belge, ils ont engagé une relation amoureuse, elle s'est secrètement fiancée et elle veut l'épouser. Après plusieurs mois d'éloignement, Sadia finit par céder aux messages pressants des membres de sa famille qui lui demandent de reprendre contact. Le 22 octobre 2007, elle accepte d'aller déjeuner au domicile de ses parents. C'est son frère Moudoussar qui vient la chercher à la sortie de l'école. Il l'emmène chez ses parents qui sont absents. Saria, la sœur cadette, est la seule à l'accueillir. Sadia est abattue quelques minutes plus tard. Moudoussar quitte les lieux sur le champ. Allô, le service ambulance et pompiers. Oui, une ambulance, s'il vous plaît, à la rue du Chenois, numéro 220 à l'eau de l'Infart. Qu'est-ce qui se passe, madame? Il y a quelqu'un qui a tiré des coups de feu sur ma sœur. Et elle est blessée à quel endroit? Au ventre, près de la poitrine. Ok, elle est consciente? Quel âge elle a, votre sœur? Elle a quel âge, votre sœur? Elle a 18 ans. Ok, j'envoie les secours tout de suite, madame. Cette voix qui vient d'appeler les premiers secours, c'est celle de Fouzia, l'une des sœurs aînées de Sadia. Les ambulanciers découvrent sur place une situation dramatique. Sadia gît dans le salon de la maison familiale. Elle respire encore.
Saria, la plus jeune sœur, est elle aussi grièvement blessée par balle. C'est leur propre frère qui leur a tiré dessus. Les deux sœurs sont emmenées à l'hôpital. L'enquête démarre dès le début de l'après-midi. L'hypothèse d'un geste isolé est la plus vraisemblable. J'étais de garde et c'est pour ça d'ailleurs que cette affaire est arrivée dans mon cabinet. Alors j'ai été requis, comme ça l'est souvent dans ce genre de dossier, par le procureur du roi, qui m'a demandé d'aller sur place. Moi je constate uniquement qu'il y a eu des tirs. À cette occasion-là, je requiers également un expert en balistique. Je vois qu'il y a des traces de sang. Et puis je regarde un peu, il n'y a pas de table mise, bon, pas d'odeur de cuisine, ce sont des choses que j'ai pu vérifier. Je n'ai jamais imaginé un seul instant que l'enquête allait durer 3 ans, jamais. Pour moi, quand je suis descendu sur place, c'était une banale dispute, comme ça peut arriver dans une famille entre un frère et ses sœurs. J'avais 2 victimes, Saria et Sadia. C'était très clair, à la limite il restait à trouver Mulusar. Son GSM était coupé, il n'était pas joignable. Et dans mon esprit, l'affaire était tellement simple que j'ai requis la police locale. Alors que quand les dossiers sont plus complexes, comme ça s'est avéré, on requiert la police fédérale qui est mieux outillée pour faire un travail sur le long terme et qui demande beaucoup de temps. En début d'après-midi, les amis de Sadia, inquiets de ne pas la voir reprendre les cours, se rendent au commissariat pour donner l'alerte. À peine arrivés, ils croisent les parents de Sadia dans les couloirs et redoutent le pire. Sadia leur avait fait des confidences. À leurs yeux, il n'y a aucun doute. Il s'agit d'un crime d'honneur fomenté par toute une famille. Une marche blanche est organisée dans les rues de Charleroi. L'enquête débute dans un climat de haute tension. Mais comme tout citoyen, comme tout père d'enfant, dans un premier temps, effectivement, c'est un événement qui m'a interpellé. J'étais peu versé dans la problématique des mariages forcés. C'était une chose qui, évidemment, ne m'était pas nécessairement connue à l'esprit. Je savais que ça existait. Ça nous a touchés de près. Le fait que le lendemain des faits, le 22 octobre 2007, la presse titre de crime d'honneur, évidemment, ça interpelle. On est pris dans un mouvement citoyen avec cette influence effectivement des médias. Toujours est-il que c'est quelque chose qui a éveillé, je vais dire, une certaine vigilance, un certain étonnement par rapport au fait qu'un crime d'honneur eût pu être commis dans la région. Avant les funérailles de Sadia, on titre dans les journaux locaux « Crime d'honneur », implication des membres de la famille, crime commandité par les parents pour une question d'honneur. Les membres de la famille sont confrontés à ce déferlement médiatique. Ils sont publiquement mis en accusation. Le père est publiquement accusé, alors à la limite qu'il n'a même pas encore été entendu, ne fût-ce que comme suspect. C'est vrai que ça s'est passé, mais 8 jours après, l'enquêteur m'a faxé des coupures de presse et a même établi un PV dans lequel il disait ben voilà ce qu'en dit la presse, mais nous, au niveau de l'enquête, force est de constater qu'on n'a qu'un seul suspect, Mulusar. 1 mois plus tard, Mulusar est toujours en fuite. La famille prétend qu'elle ignore où il se cache. Le juge d'instruction ordonne alors la mise sous écoute de leur ligne téléphonique. Je vais commencer à me poser des sérieuses questions et je vais découvrir toute une série de choses que je ne soupçonnais pas au départ. Et puis alors, il y a des éléments dans les écoutes qui nous font penser que le père va partir au Pakistan parce qu'il dit « je vais supprimer, je n'ai plus d'email, je compte rentrer, il vend une maison, il ne fait plus le plein de la cuve à mazout. » Et tout ça va bousculer un peu notre agenda et provoquer l'interpellation du père. Quand je rencontre leur papa à la prison, manifestement c'est un homme abattu, c'est un homme meurtri qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Ils m'ont convaincu de l'innocence du papa, puisqu'alors on ne parlait pas encore de l'implication éventuelle de la maman. Mais là, j'ai tout de suite été convaincu, au plus profond de moi-même. Mais l'enquête se poursuit. Saria, remise de ses blessures, est entendue à son tour par les enquêteurs. Mulusar reste toujours introuvable. Les enquêteurs réalisent que la famille soupçonne les écoutes téléphoniques et ne s'exprime plus qu'à mots couverts.
Le juge d'instruction prend alors de nouvelles mesures. Il fait placer des micros à plusieurs endroits stratégiques de la maison. Et ce qu'il apprend est troublant. Je me rends compte qu'ils préparent leurs auditions, soigneusement. Saria dira à un moment donné, tiens, il n'y a pas une question qu'on ne m'a pas posée, dont on n'a pas parlé. Heureusement qu'on en a parlé avant. La mère dira, oui, c'est normal d'avoir peur avant une audition. Quand on sait beaucoup, on ne sait pas jusqu'où on doit parler ou jusqu'où on doit se limiter. Et puis je me rends compte par les écoutes qu'ils ont aussi des contacts avec Médusard, qu'ils nous cachent soigneusement. D'autres mensonges encore sont démasqués sur le récit des faits d'abord et le départ des parents juste avant l'arrivée de Sadia. Le papa et la maman expliquent qu'ils ont quitté les lieux entre 11h30 et midi. L'enquête va démontrer qu'il n'en est rien et qu'ils ne sont partis que quelques minutes finalement avant que Sadia ne soit abattue chez eux. Quand Médusard et Saria viennent nous dire que quand Sadia est arrivée à la maison, il y a eu un repas. Pour nous, il n'a pas eu lieu, que ça a duré une demi-heure ou 25 minutes. Au niveau du timing, déduction faite du trajet, c'est 3 minutes, grand maximum. Donc là, il y a une fameuse différence. La téléphonie permet également d'établir que c'est Médusard, déjà en fuite, qui prévient qu'il a laissé un cadavre ensanglanté rue du Chenois, provoquant ainsi le retour précipité de ses parents. Une première chose qui m'a un peu perturbé, je dirais, ou rendu perplexe, c'est le fait d'abord que la famille ne dise pas que c'était Médusard qui avait tiré, alors qu'ils le savent. On s'est posé des questions quant à la raison de ces différents mensonges. Notre opinion, c'était d'ailleurs l'opinion des enquêteurs et du juge d'instruction, était que les parents essayaient de protéger leur fils qui était en fuite. Fin janvier 2008, après 4 mois de cavale, Médusard est localisé et arrêté. Il est longuement interrogé et donne sa version des faits. Lors du repas, une dispute violente aurait éclaté entre lui et Sadia. C'est dans un geste de colère qu'il se serait emparé de l'arme de son père et aurait tiré sur elle. Mais le juge d'instruction a des doutes. Il fait appel à des experts balistiques pour déterminer le rôle exact joué par Saria dans la mort de sa propre sœur. Saria pourrait avoir été complice. C'est un moment de basculement dans l'enquête. Ça m'a fait très peur. Ça aurait été beaucoup plus confortable pour moi de dire mais non, stop, arrêtons ici, Médusard, coupable, et puis basta, on classe l'enquête. On se trouve devant une situation qui est rarissime. Moi, je ne connais pas d'exemple, d'abord. Et deuxièmement, on est confronté à toute une série de notions culturelles et autres que l'on ignore complètement. Et donc, je crois qu'un des premiers travaux qui a été le mien, mais qui a été, je le sais aussi, celui du magistrat instructeur de son côté, c'est de se documenter et d'apprendre, essayer de comprendre le phénomène culturel qui était sous-jacent à ce genre de problème. Et c'est pour ça que j'ai estimé à un moment donné, en ayant relu et lu le dossier, qu'il y avait des charges suffisantes et qu'on ne pouvait pas dire que ces gens n'étaient, enfin qu'une certaine partie de la famille n'était pas impliquée. J'ai trouvé que c'était injuste pour Médusard. Je trouve que ça aurait été profondément injuste pour lui. Novembre 2011, c'est un procès exceptionnel qui s'ouvre à la cour d'assises du Hainaut. Il fait l'objet d'une importante couverture médiatique. Toute une famille comparée, les parents, le frère et la sœur sont accusés d'avoir volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de Sadia et d'avoir tenté par des violences et des menaces de la contraindre à un mariage. Tous risquent la perpétuité. Nous nous présentons à la cour d'assises de Mons, confiants. Confiants parce que moi j'ai lu le dossier. Je connais le dossier. Et je persiste à dire, encore à l'heure d'aujourd'hui, que la preuve de la culpabilité n'est pas rapportée. Médusard, en aveu sur les faits, va plaider sa seule et entière responsabilité. Les autres membres de la famille plaident leur acquittement.
Du côté des parties civiles, la situation est plus complexe. Aucun membre de la famille de Sadia pour la pleurer ou la défendre. C'est l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes qui se constitue partie civile pour la représenter. Premier jour du procès, le président s'apprête à interroger les prévenus. Moudou Sarr demande la parole. Je vais vous apprendre quelque chose, mais c'est quelque chose que je vais apprendre à ma famille. Je suis désolé. Surtout à toi, Saria, je suis désolé, j'arrive même pas à te regarder dans les yeux. J'ai voulu aussi tuer, Saria. Je t'ai laissé pour morte. Je sais pas ce qui passait par ma tête. Mais tu étais dedans aussi. Je pense que la logique qu'il peut y avoir chez certains, c'est qu'à un moment donné, quand ils sont acculés au procès, et qu'on sent que là, les choses vont vraiment être débattues et qu'un verdict sera rendu, alors on essaye tout ce qu'on peut. Mais quand il a déclaré qu'il voulait tuer Saria, rien dans le dossier, absolument rien, ne montre cela. L'enquête a duré près de 3 ans, 14 000 pages de dossiers, des centaines d'auditions, des dizaines d'expertises, 2 reconstitutions. Tout au long de l'instruction, Saria a expliqué qu'elle avait été blessée par un tir direct au niveau du bras gauche en tentant de protéger sa sœur. Les expertises balistiques, mécaniques, chimiques et médico-légales n'ont pas permis de confirmer la scène décrite par Saria. Les experts ont expliqué que lorsqu'un corps est atteint par un tir direct, un dépôt de poudre se forme à l'entrée du projectile. C'est ce que l'on appelle une collerette d'essuyage. Les vêtements de Sadia montrent clairement 3 collerettes d'essuyage. Elle a donc été abattue de 3 tirs directs dans le dos et sur le côté. Par contre, aucune collerette d'essuyage n'a été retrouvée sur la tunique de Saria. Les experts concluent qu'elle a été blessée indirectement par une balle qui avait déjà traversé un obstacle, selon l'accusation, le corps de sa propre sœur. Saria aurait donc été blessée en voulant retenir sa sœur qui tentait d'échapper aux balles de son frère et non en voulant la protéger comme elle l'a toujours prétendu. Ce qui était véritablement déterminant et ce qui a fait basculer le dossier dans l'hypothèse du complot familial, ça a été les expertises balistiques qui ont démontré que Saria avait été atteinte par un projectile essuyé. On se retrouvait non plus face à un auteur isolé dans ce cas-là, mais on se retrouvait face à 2 auteurs matériels d'un assassinat. 10 jours avant les faits, Moudou Sarr avait pourtant laissé une lettre à l'intention des enquêteurs qui ne laissait aucun doute sur sa volonté de tuer sa sœur. Par plusieurs moyens, j'ai tenté de faire comprendre que les GSM, Internet, les sorties, fumées, ne pouvaient attirer que des problèmes. La chasteté d'une sœur, c'est la fierté de son frère. Alors oui, c'est pour ma fierté que je vais entreprendre une démarche comme celle-là. J'ai pété un cœur. Le fils n'aurait jamais pris une telle initiative de tuer sa sœur, de prendre, lui, cette responsabilité de dire maintenant je la mets à mort, que ça vous plaise ou non, vous n'avez rien à dire, et j'ai pas de compte à vous rendre, tout ça ne cadrait pas avec la dynamique, avec le fonctionnement de cette famille, où il est clair que le père avait encore son autorité et beaucoup d'autorité. Ils ont adopté une ligne de défense qui n'a pas vraiment permis d'avoir une compréhension fine du fonctionnement. On a dû se baser sur les écoutes téléphoniques, sur les conclusions à en tirer, mais eux-mêmes, prenant l'attitude « nous n'avons rien fait et donc nous n'expliquons rien », ça n'a pas permis d'être aussi subtil dans l'appréhension de comment les choses ont véritablement fonctionné. Les aveux de Moudou Sarr n'ont convaincu ni le ministère public ni les parties civiles. Un expert ethnopsychiatre cité par la défense vient alors faire entendre une autre voix. Moi, au départ, je suis comme tout le monde, donc j'ai lu tous les articles de presse concernant cette histoire avant même d'être nommé comme expert. Et il est vrai qu'il se dégageait des articles de presse et de certaines émissions de télévision qui avaient une certaine focalisation par rapport à l'islam et même
des notions un peu d'intégrisme qui étaient citées dans la presse. Ce qui me frappait très fort dans le discours de Muduzar et même son comportement, c'est une impression de relation incestueuse avec sa sœur. Oui, donc ici, c'est entendu sur le plan symbolique, hein, clairement, pas en termes caractériels. Parlant. Voilà. Oui. Parce qu'il ne se comportait pas tellement comme un frère, mais presque comme une sorte de mari jaloux. Pour moi, c'est peut-être plus important et moins flou que discuter culture en général, où j'avoue que j'ai pas tellement d'éléments, quoi. Alors, peut-être encore une dernière chose, puisque c'est la question qui est posée après notre expertise sur est-ce que la famille a commandité à Muduzar le meurtre de la sœur. J'ai envie de vous répondre, j'en sais rien, mais en tout cas, nous n'avons pas eu d'éléments suffisamment concrets pour étayer cette hypothèse-là. On a entendu dans cette affaire des experts, psychologues, psychiatres, et ces experts, ils sont plusieurs, aboutissent à la conclusion que le crime qui a été commis par Muduzar est un acte isolé, qui n'avait pas besoin de la suggestion paternelle. Nous avons plaidé sur ces bases-là, et je suis étonné que nous n'avons aucune motivation expliquant pourquoi les jurés, par exemple, n'ont pas tenu compte de ces éléments-là. On n'en parle tout simplement pas. Silence complet, comme si cela n'avait pas existé. Par contre, on s'est référé à un expert qui était chargé de nous expliquer quelle était la culture pakistanaise. Cet expert n'avait jamais rencontré les accusés et a ébauché toute une série de considérations. Là, par exemple, l'expertise de ce professeur a été retenue dans la motivation pour conclure à la culpabilité. Cet expert, c'est le professeur Petermann. Cité par l'accusation, il est venu expliquer à la barre le fonctionnement d'une famille archaïque et le rôle moteur qui joue la mère, surtout quand il est question de crime d'honneur. C'est la mère qui intervient parfois directement ou indirectement dans les crimes d'honneur, soit comme auteur, soit comme co-auteur, soit comme complice siégeant sans contraintes aucunes au sein d'un conseil de famille décidant de la mise à mort. La question lui a été posée de lui dire, mais est-ce que vous avez, vous qui avez cette connaissance parfaite du dossier comme vous le prétendez, est-ce que vous avez pu trouver dans le dossier un élément qui établit cette réunion, cette concertation entre les parents, entre d'autres membres de la famille, pour établir qu'effectivement il y avait eu complot familial? Sa réponse était évasive, je ne sais pas, non, je ne pense pas. Et puis les jurés en ont tiré une conséquence tout à fait inverse. Des enseignants et des amis de Sadia ont aussi été entendus durant plusieurs audiences. Ils avaient partagé les espoirs et les combats de la jeune fille. Tous la savaient en danger, des témoignages forts et émouvants. La voix de Sadia a elle aussi existé au procès à travers une plainte qu'elle avait déposée contre son père quelques semaines après sa fugue. Dans ma famille, il est de coutume d'organiser le mariage des enfants. D'ailleurs, mon père avait organisé mon mariage pour les congés de Pâques. Suite à ça, j'ai pris la fuite car je ne désire pas me marier avec une personne que je ne connais pas et qui de plus vit au Pakistan. Lors de mon test, mon compagnon Jean Navarre est venu à l'école. Et en sortant, je suis tombée nez à nez avec mon père et ma sœur Saria. Mon père m'a pris par le bras et m'a dit qu'on allait discuter. Il m'a demandé de rentrer à la maison. Je lui ai répondu que je ne rentrerais pas car je savais très bien que son intention était de me marier. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a menacée en me disant « Si tu ne contribues pas à mon bonheur et à celui des miens, je ne te laisserai pas vivre en paix, toi et ton copain. Ce sont tes 3 derniers jours, réfléchis bien. Je vais vous tuer tous les deux. » L'idéal, je pense, pour Sadia aurait été de couper tout contact. Bon, elle a décidé de rentrer, elle avait pourtant écrit un testament, donc elle se rendait compte qu'elle courait un risque, mais elle a sous-évalué, à mon avis, le risque couru. Sadia avait d'énormes qualités, mais je dirais qu'il y avait 2 énormes qualités qu'elle avait. C'était quelqu'un qui était incapable de méchanceté. Qui était incapable de méchanceté à l'égard de quelqu'un d'autre, d'un autre, et qui était incapable aussi d'imaginer qu'on pouvait avoir de la méchanceté à son égard.
Ça, c'était vraiment la première des grandes qualités de Sadia. Et deuxièmement, Sadia, c'était quelqu'un qui voulait vivre sa vie, mais qui la vivait surtout affectivement. Et si elle retourne chez ses parents, si finalement elle meurt, c'est par amour de sa famille, c'est par amour de ses parents, c'est par amour de ses frères et sœurs. Ina Sheikh, une cousine de Sadia vivant en France, fut entendue à la cour par vidéoconférence. C'était un témoin protégé, elle était menacée de mort. Ina avait réussi à échapper au mariage qu'on voulait lui imposer, à elle aussi. Et selon elle, son oncle, le père de Sadia, aurait joué un rôle important dans cette affaire. Comment vous êtes-vous retrouvé au Pakistan? Mon oncle m'avait menacé que si je ne me marierais pas au Pakistan, il pourrait me faire du mal. Où a eu lieu cette menace? Chez mon oncle, en haut, dans la dernière chambre. Et là, il a sorti son arme et il me l'a fait montrer et il me l'a mis sur ma tête en me disant que si tu ne disais pas oui, nous ferons du mal à toi et ainsi à ta maman et à tes sœurs. Que se passe-t-il au Pakistan? Dès mon arrivée, on m'a repris mes papiers. Mon père m'a repris ma carte d'identité, mon passeport, pour pas que je puisse partir du Pakistan. Et le mariage a eu lieu. Tout cela s'est fait en 3 jours. C'est une personne éminemment courageuse. Elle a eu des menaces de mort et elle a accepté de témoigner au premier procès. Je pense qu'elle en a tellement vu qu'elle s'est dit, pour Sadia, je ferai cela. Ina n'a rien d'une exaltée, et alors un témoignage chargé à décharge, parce qu'elle a reconnu aussi que, alors que son père, non seulement avait commis des attouchements sur elle, petit, l'avait battue, etc., elle a dit, j'ai trouvé dans la famille Sheikh, quand j'étais petite, une certaine paix, une certaine tranquillité, et elle y était bien. Les choses se sont corsées quand elle a été en âge de marier, mais sinon, elle aimait bien se trouver dans la famille Sheikh plus jeune. Donc, je trouvais que son témoignage était juste. Et lorsque cette jeune femme raconte les circonstances qui ont abouti à ce qu'elle se retrouve embarquée dans un avion au Pakistan pour être mariée de force, et pour être violée là-bas, sur ordre de membres de la famille qui étaient sur place, pour consommer ce mariage et qu'elles soient enceintes le plus rapidement possible. Ce sont des moments qu'on n'oublie évidemment jamais dans son existence. Une jeune fille pakistanaise née en Belgique, par le mariage qu'elle va contracter avec un jeune homme au Pakistan, permet à ce jeune homme de venir en Belgique et donc de tenir un commerce, un night shop, etc. Et à ce niveau-là, elles ont une valeur, j'ai envie de dire, énorme. Après 3 semaines de procès, les jurés, en leur âme et conscience, rendent leur verdict. La cour d'assises de la province de Hainaut-Océan-Amont a rendu l'arrêt suivant. Mesdames, Messieurs, le jury vous a donc reconnu coupables tous les 4 de l'assassinat de votre fille et sœur Sadia, au mobile que le parquet vous reprochait. Pour ce qui concerne la tentative de mariage forcé, M. Muduzar Sheikh et M. Sheikh Tariq Mahmoud sont reconnus coupables de ce fait. Les jurés ont tranché. Le père de Sadia est condamné à 25 ans de prison. La mère, 20 ans. Muduzar, 15 ans. Saria écope de 5 ans. Elle avait 18 ans au moment des faits. Elle attend un enfant d'un jeune homme belge. Elle a bénéficié de circonstances atténuantes. Vous avez compris ce qu'on lui reproche d'avoir fait? Quel est l'élément, quel est le fait qui lui est reproché? Je n'ai pas compris le fait qui lui était imputé. C'est un faisceau de présomption. Mais c'est quoi, madame, les présomptions? Je vous invite à aller voir dans le dictionnaire la définition du mot présomption. Hein? Alors, on met ça à toutes les sauces. C'est l'ouverture à l'arbitraire. Je pèse mes mots, je vais peut-être avoir des problèmes sur le plan disciplinaire en vous disant ce que je dis, mais ici je suis effectivement hors de moi, je suis peut-être excessif, je m'en excuse déjà, mais je suis révolté.
Ici, on est en droit pénal, et donc il est évident que les règles de la preuve en matière de droit pénal sont très différentes de la matière du droit civil. En fait, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, si vous prenez chaque élément pris isolément, chaque élément peut avoir plusieurs sens, mais lorsque vous mettez l'ensemble de ces éléments bout à bout, vous ne pouvez arriver qu'à une conclusion. C'est ça le principe de la présomption de culpabilité en matière pénale, de la présomption. Et donc ici, c'est exactement ce qui s'est passé pour les parents, et les jurés ont retenu très adéquatement toute une série de raisons pour lesquelles ils arrivaient à la conclusion qui pourrait être inévitable de la participation des parents en tant que co-auteurs à l'acte commis par Mudusar et par Saria. Si on n'a pas la certitude avec un degré suffisant, comme on le dit, l'adage populaire, il vaut mieux acquitter quelqu'un qui effectivement est coupable que de condamner un innocent. Ça, c'est quand même le principe, c'est à la base du droit pénal. Si cette dame n'est pas coupable, mais c'est une catastrophe humaine. Je n'ai aucun doute quant à la culpabilité, et je n'ai pas encore l'habitude de requérir contre ma conscience. S'il y avait eu le moindre doute, j'aurais moi-même requis l'acquittement, et je l'ai déjà fait d'ailleurs dans d'autres procès d'assises, qui étaient tout aussi retentissants. Vous pensez qu'il y a une espèce de préjugé culturel à leur encontre, oui, qui a pesé et qui a traversé tout le procès? Oui, certainement. Ça, c'est une conviction que j'ai par rapport à la situation. Ça déplaît moins de condamner ce genre de personnes que de condamner, il faut le dire, quelqu'un belge établi en Belgique. Ça, je crois que ça doit être dit. Non, on a véritablement jugé 2 femmes et 2 hommes en tant que citoyens accusés dans le cadre de ce dossier d'un des crimes quand même le plus gravissime qui puisse exister. Tuer son propre enfant, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Janvier 2012, les parents lourdement condamnés ont décidé d'introduire un recours en cassation. Saria ne s'est pas jointe à la procédure. Les jurés l'ont condamné à 5 ans de prison, alors que l'avocat général en avait demandé 25. Saria a préféré s'en tenir au verdict, même si elle se dit toujours innocente. Le 25 avril, la Cour de cassation rend sa décision. Elle remet en cause les motivations invoquées par les jurés pour décider de la culpabilité des parents. L'arrêt de la Cour d'assises du Hainaut est cassé. Les parents auront droit à un nouveau procès. Je vais vous lire ceci. Ce sont les conclusions écrites du procureur général près la Cour de cassation après le premier arrêt de culpabilité, c'est-à-dire le verdict du jury de la Cour d'assises de Mons. Rendre la justice n'est pas une affaire de sentiments ou d'émotions. Lorsqu'il s'agit de juger, c'est à la rigueur du raisonnement et de l'analyse qu'il est fait appel. Le jugement n'est pas une affaire d'intuition ou de foi, croire ou ne pas croire, mais une question de preuve. C'est ce que je dis et c'est ce que je répète. Décembre 2012, 8 mois après la Cour de cassation. Les parents de Sadia sont toujours détenus. Ils vont comparaître pour un 2e procès devant la Cour d'assises de Namur. Ils sont à nouveau présumés innocents. En principe, on recommence à zéro, mais le contexte n'est plus tout à fait le même. Ce qui a profondément changé dans le 2e procès, c'est qu'il y avait 2 accusés qui n'étaient plus là. Mudusar, qui est quand même l'auteur matériel des faits, et Saria, qui a été reconnu également coupable en tant qu'auteur matériel des faits de l'assassinat de sa sœur. Mudusar et Saria sont à présent cités comme témoins au procès. Définitivement condamnés, ils n'ont plus rien à attendre de leur comparution, si ce n'est de tenter une dernière fois de disculper leurs parents. Après 6 ans de prison, Mudusar a vieilli. La détention l'a manifestement durci. Devant les juges de Namur, il change une nouvelle fois de version. Il déclare cette fois que l'arme qui a servi à tuer Sadia n'appartenait pas à son père, contrairement à ce qu'il avait prétendu aux enquêteurs. Mudusar n'est absolument pas paru crédible dans son affirmation selon laquelle, en fait, il avait acheté l'arme bien avant la commission des faits et que ce n'était pas l'arme du père. Je pense que ça a desservi la défense. C'était de nouveau cette volonté de prendre un maximum sur lui, comme au début du premier procès, où il disait non seulement j'ai tué ma sœur Sadia, mais j'ai aussi en même temps voulu tuer ma sœur Saria, ce à quoi personne ne croyait, mais ça c'était son rôle. Le procès se déroule dans un climat très différent.
les médias sont beaucoup moins présents, comme si au fond, dans cette affaire, tout était joué depuis longtemps. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait du côté de la défense une modification de leur stratégie. Ils sont restés dans le déni complet. Dans le déni du complot familial, du déni de leur participation et même du déni de la participation de Saria aux faits commis par Médusard. Et d'ailleurs, il est étonnant de voir à quel point la défense des parents ont essayé de contester les expertises en balistique. Les balisticiens parlent de 3 hypothèses. Donc ça veut dire qu'ils ne font pas de choix. Ils laissent la possibilité. Eh bien, il y a des lectures différentes qui peuvent être faites. Alors, il y a les lectures qui plaisent, et puis il y a les lectures qui déplaisent, et il y a les lectures qui rentrent dans le moule de ce que l'on souhaite. Dans leur plaidoirie, les avocats de la défense vont revenir sur la question épineuse de la balistique qui a entraîné la thèse du crime d'honneur comploté en famille. Saria a définitivement été condamné. Mais j'ai cependant le droit, moi qui défends Cheikh Tariq Mahmoud, j'ai l'obligation d'aborder les éléments qui ont été exposés devant vous, mes juges, et d'aborder les éléments sur base desquels on a argumenté hier du côté de l'accusation. Quand monsieur l'avocat général vous dit « la balistique, c'est une science exacte », c'est tout à fait le contraire de ce que vous a dit monsieur Sébastien Charles. Il vous a dit « c'est pas une science exacte ». Monsieur Charles, il vous a dit « moi je ne peux faire état que de probabilité. Moi je ne peux pas faire état de certitude. Je ne peux faire état que de probabilité. » Selon l'analyse balistique, les orifices d'entrée des balles qui ont blessé Saria étaient des orifices d'entrée secondaires, ce qui avait permis à l'accusation d'affirmer que les tirs avaient d'abord traversé le corps de Sadia avant d'atteindre sa sœur. Mais cette version des faits est totalement récusée par la défense. Je vous demande de retenir ceci. C'est qu'à considérer que l'orifice d'entrée Saria soit qualifié d'orifice d'entrée secondaire, il y a toujours une trajectoire qu'on n'expliquera pas. Il y a une trajectoire, ils sont venus, ça on n'explique pas. On n'explique pas. Il y a une trajectoire que sur le plan balistique, science exacte, on n'explique pas. On est incapable de l'expliquer. Quelle que soit la situation. Il y a une de deux trajectoires que je ne peux pas reconstituer, que je suis, moi, monsieur Chabotier, expert en balistique, incapable d'expliquer. Et moi, naïvement, je lui pose la question, mais attendez, et si jamais l'orifice d'entrée Saria était un orifice d'entrée primaire, est-ce que vous expliquez toutes les trajectoires? Réponse, oui, point. Selon la défense, le scénario retenu laisse bien des questions en suspens. Mais selon l'accusation, au contraire, l'expertise médico-légale a permis d'établir sans équivoque la séquence des tirs. La balle qui blesse Saria ne peut être qu'une des balles réessuyées qui a été tirée à ce moment-là. Cette fameuse balle qui entre, non pas dans le dos, mais à l'arrière du côté latéral gauche et qui ressort par l'avant. La séquence des tirs, telle que Saria les décrit, est aussi impossible. Elle est atteinte par un des deux premiers projectiles qui ont été tirés par Cheikh Médusard sur sa sœur. Il n'y a pas d'erreur judiciaire, comme on veut vous faire croire dans le verdict des jurés de Mons en ce qui concerne Saria. Il n'y a pas d'erreur judiciaire. Ah, mais ça les arrangerait bien à ceux qui sont dans le box de penser ou de vous faire croire qu'il y a eu une erreur judiciaire. Parce qu'à ce moment-là, Moudouzar, il a agi tout seul. Et moi, j'y suis pour rien. Même Moudouzar, il n'a pas agi tout seul. Ils étaient deux pour commettre l'assassinat de Sadia. Et ce n'est pas seulement une vérité judiciaire, c'est une vérité tout court. Vous savez, quand vous considérez que vous avez la vérité avec vous, la vérité, elle est une. La vérité, elle ne se découpe pas en petits morceaux, on cache une partie. Donc voilà, donc la ligne de défense, la défense a toujours été la même. Et j'y ai cru jusqu'à la lecture de la déclaration de culpabilité. J'y croyais. Mais j'y croyais, franchement. 20 décembre 2012, le jury a déclaré coupables les parents Cheikh en tant qu'auteurs ou co-auteurs de l'assassinat de leur fille, avec la circonstance aggravante qu'il s'agissait bien d'un crime de haine.
Le père a été en outre reconnu coupable de tentative de mariage forcé. Il est condamné à 25 ans de prison, la mère à 15 ans, soit 5 années de moins qu'au procès de Mons. Faire sortir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils n'ont encore rien compris. Ils n'ont encore rien compris, condamnés, parce que des gens disent que nous on sait que. Est-ce qu'ils sont venus chez nous? Est-ce qu'ils ont vu mes parents? Comment ils se comportaient avec leurs enfants? C'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve? Il y a un écrit? Il y a quelqu'un qui a entendu? Mes parents ont donné l'ordre? C'est quoi la preuve? Condamner pour le plaisir de condamner? Je ne crois plus en la justice. Je dis justice est faite. Maintenant, c'est toujours un moment émouvant, quel que soit le procès d'assises. La famille du condamné, elle ne vit jamais bien une condamnation, parce que cela suppose l'écartement de la vie sociale, mais de la vie familiale aussi, de la personne qui est condamnée pendant une durée qui est plus ou moins longue. Et la famille du condamné n'accepte jamais la sévérité d'une condamnation, parce que cela implique l'absence d'un père, d'un frère, d'une mère, pendant de nombreux mois ou de très nombreuses années, de la vie de la famille proprement dite. Quand vous mettez bout à bout tous les éléments du dossier, les écoutes téléphoniques, les auditions, les témoignages, les rapports d'expertise, Muduzar n'est pas seul. Et on arrive, pour moi, à un faisceau de présomptions précises et concordantes. Je crains que la responsabilité morale, qui était celle des parents, ait basculé en une responsabilité pénale. Comme avocat, je dois respecter les décisions de justice. Alors, je respecte, mais il n'en demeure pas moins que j'ai la liberté et le droit de vous dire que je n'accepte pas cette décision parce que moi, personnellement, je considère qu'elle est injuste. Vous savez, l'erreur judiciaire, la justice est rendue par des hommes, pas par des machines, et les hommes, même si ce sont des juges, peuvent se tromper. Mais donc il se serait trompé deux fois de suite. Ben oui, madame. C'est un immense gâchis parce que sur le plan humain, regardez un peu le tableau final. Le père, la mère, le fils sont en prison. L'autre fille y est encore, sans doute pour moins longtemps, elle a accouché en prison. Un petit enfant est né en prison et Sadia, elle, est au cimetière. Alors quand vous voyez un tableau comme celui-là, c'est effrayant. Gâchis est un terme trop faible. C'est une tragédie au sens le plus terrible du terme. Parvenue au tiers de sa peine, Saria a introduit au tribunal une demande de libération conditionnelle assortie d'un bracelet électronique. Jusqu'à présent, cette demande lui a été refusée au motif que Saria continue à nier sa participation à l'assassinat de sa sœur. Muduzar, condamné à 15 ans d'emprisonnement, purge sa 7e année de détention. La procédure de libération conditionnelle introduite au tiers de la peine n'a pas encore abouti. Les parents des enfants cheikh, condamnés aux plus lourdes peines, sont loin encore de pouvoir engager une demande de libération conditionnelle. Quelques semaines après son assassinat, le corps de Sadia a été inhumé au Pakistan. Elle repose désormais dans la concession de la famille du jeune homme à qui elle était promise, alors qu'elle avait 12 ans. Depuis le tournage de ce devoir d'enquête, Saria, la sœur de Sadia Cheikh, a accouché d'une petite fille en prison. Et au mois de décembre 2014, elle a pu bénéficier d'une première libération conditionnelle. Quant aux frères, au père et à la mère de Sadia, ils sont toujours détenus à la prison de Marchand-Famenne.